Si le politique a un lien privilégié avec un parrain de cité, il sait très bien que le parrain de cité fera voter pour lui. En contrepartie, peut-être que ce politique fera en sorte que des marchés publics puissent être alloués à son cousin, que sais-je, son beau-frère. Gérald Pandélon, bonjour, vous êtes avocat pénaliste et vous êtes l'auteur du livre « La France des caïds » aux éditions Max Milot. Un autre avocat pénaliste a fait la une de la presse ces jours-ci. Éric Dupond-Moretti est devenu lundi ministre de la Justice. Qu'en pensez-vous? Écoutez, j'en pense le plus grand bien, puisque étant moi-même avocat, de surcroît pénaliste, je me réjouis qu'un des nôtres puisse bénéficier d'une telle promotion. C'est une promotion méritée. Dupond-Moretti a été un grand avocat. Personne ne me contredira sur ce point. J'ai en mémoire la bataille qu'il a menée à l'occasion de l'affaire Outreau, pour faire respecter un sacro-saint principe du procès pénal qui est celui de présomption d'innocence. Il s'est battu, il a mis toute son énergie, son talent à essayer de faire que notre pays puisse respecter ces sacro-saints principes du procès. Donc, en ma qualité d'avocat et accessoirement de citoyen, je me réjouis qu'un homme avocat pénaliste, un des nôtres, puisse accéder à la chancellerie. Après, que vous dire, j'espère, mais c'est un vœu pieux peut-être, j'espère qu'il aura suffisamment de marge de manœuvre pour mettre en place ce qu'il voudrait que fût mis en place dans ce pays. Bon, sans rentrer trop dans les détails, je sais à quoi pense mon confrère Éric Dupond-Moretti. C'est un vaste chantier auquel, je pense au parquet, c'est un vaste chantier auquel sans doute va-t-il s'attaquer. Je pense également peut-être à une suppression, voire une refonte ou une modification de l'école nationale de la magistrature, c'est-à-dire qu'on s'orienterait davantage vers un système en anglo-saxonne. Les meilleurs d'entre nous, avocats ou professeurs de droit, pourraient accéder donc à la magistrature, ce qui existe déjà en partie, le recrutement latéral, etc. Bon, il a pas mal de chantiers, mais quelle sera sa marge de manœuvre? Oui. Après, bon, si vous me permettez aussi, n'étant pas qu'avocat, mais citoyen, je peux également comprendre le courroux relatif de magistrats, lesquels ont été diplomatiquement secoués pendant 30 ans par Éric Dupond-Moretti. En même temps, il exerçait tout simplement jusqu'au bout les droits de la défense, qui se sentent un tout petit peu étonnés. Il est surnommé Acquittator. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur? Parce que c'est le meilleur à la cour d'assises, en termes de résultats. À un moment donné, ce qui compte, c'est l'efficacité. Quoi qu'on dise de Dupond, force est d'admettre qu'il a un nombre d'acquittements à la cour d'assises qui est très important. Après, des mauvaises langues diront que c'est parce qu'il peut choisir ses dossiers. Bon, certains choisissent leurs dossiers, non pas autant de nombre d'acquittements. Bon, écoutez, en résumé, je me réjouis plutôt d'un tel choix. Pourquoi avoir écrit ce livre? Vous avez défendu 200 grands caïds et vous écrivez, je cite, que les narcobandits sont plus puissants que les forces de l'ordre. Dans les cités, c'est évident, ils ont gagné. Ça veut dire quoi, ils ont gagné? C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Écoutez, dans les cités, en France, les fonctionnaires de police, dans certaines cités, mais encore une fois, on ne va pas parler que de Marseille, on a toujours que Marseille détient le monopole du narco-banditisme national. Écoutez, c'est faux. Dans d'autres cités de France, 93 et ailleurs, Toulouse-le-Mirail n'a rien à envier à Marseille, bon bref, Vénissieux, etc. Bon, je crois que les fonctionnaires de police
d'une part, ne veulent pas, d'autre part, auraient-ils l'ordre de rentrer qu'ils le feraient, mais en pointillé? Troisièmement, le fil de l'histoire, c'est le désarmement policier. Et quatrièmement, vous avez affaire à des personnes qui sont surarmées. Alors, mettez-vous à la place d'un fonctionnaire de police, soyons concrets, qui veut retrouver sa femme le soir, qui a une petite famille, qui compte sur lui. Est-ce que vous pensez qu'il va risquer sa peau alors qu'il sait qu'en face, vous avez des jeunes de 15-16 ans qui manient parfaitement le Kalachnikov, les 357 Magnum, les 9 mm, etc., et qui, eux, ne sont tempérés par aucune règle morale, ils vont vous tirer dessus, pour être clair. Est-ce que vous pensez que les fonctionnaires de police vont s'aventurer dans ces cités qui sont des coupe-gorge, outre le fait que les politiques, vous le savez, depuis une trentaine d'années, ont souhaité, pour des raisons qui leur appartiennent, ont souhaité acheter la paix sociale. Acheter la paix sociale. Bon, lorsqu'on nous parlait, il y a une trentaine d'années, de la politique de la ville. Des milliards dépensés dans la politique de la ville, des milliards qui furent dépensés. C'est ce que Jean-Louis Borloo, justement... Tout à fait. Non, mais vous savez, les intentions sont toujours bonnes. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Bon, la politique de la ville, on aurait pu penser que c'était la ville qui avait un problème. On avait tendance à transférer le problème des cités sur la ville. Ce n'est pas la ville qui a un problème. C'est au sein de la ville des micro-entités, des cités, vous les appellerez comme vous voulez, qui posait problème. Ce n'était pas la politique de la ville. On a toujours tendance par une sorte de politiquement correct, vous l'appellerez comme vous voudrez, à un tout petit peu amoindrir, enjoliver la réalité, comme si, au fond, la vérité faisait peur. Quand je dis dans mon texte, ou sans doute va-t-on y revenir, dans mon texte, je dis que il y aurait une forme de collusion, je dirais, de complicité soft, d'une certaine manière, entre les édiles, nos politiques, peut-être même pas qu'au niveau local, et les cités. C'est l'observation la plus froide qui me conduit à le considérer. Manifestation des Gilets jaunes. 10 000 gardes à vue. 5 000 poursuites pénales ordonnées par le parquet. 2 000 comparutions immédiates ordonnées. 3 000 jugements prononcés. 400 assortis du mandat de dépôt. Un gilet jaune lance un cocktail Molotov contre les services de police, 5 ans. 5 ans. Alors, son casier judiciaire n'a porté trace d'aucune condamnation. 5 années. J'observe, et alors, encore une fois, je suis schizophrénique parce que je défends les voyous. Lorsqu'ils me désignent, on est d'accord sur la chose et le prix, je défends les voyous. Pas que les voyous de droit commun, mais les voyous d'affaires aussi. Bon. Mais j'observe avec intérêt que lorsque ces mêmes voyous se retrouvent devant les juridictions pénales, je dirais, la répression est moindre. Alors, nous, en tant qu'avocats pénalistes, ça nous arrange, puisqu'on peut toujours expliquer aux clients qu'on a été bon. Mais en tant que citoyen, on peut s'interroger. C'est forcément dérangeant. Ouais. Mais on peut s'interroger. Je veux dire qu'il y a eu une répression qui a été terrible à propos des manifestations des Gilets jaunes qui, dans leur très grande majorité, étaient au fond de paisibles et honnêtes citoyens qui en avaient marre, objectivement, d'un certain nombre de problèmes. Vous écrivez aussi que l'État devra incessamment négocier avec ces guérillas localisées pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire en fait que l'État achète la paix sociale. En fait, c'est ce que Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur, vous avait dit. En gros, si on faisait rentrer l'armée dans les cités, il y aurait un bordel monstrueux. Oui, j'avais eu l'occasion, c'était un dîner, il y a quelques années, ça date du début des années 90, une vingtaine d'années, où j'avais été convié, il y avait Charles Pasqua et d'autres conseillers. Et puis la discussion s'était engagée à propos du problème des cités, des quartiers difficiles, des zones de non-droit. On en parlait, vous savez, on en parle depuis 30 ans, c'est bon. Et je
Je me rappelle que l'ancien ministre Charles Pasqua m'avait dit, parce que j'avais pris la parole, m'avait dit, mais vous savez, cher maître, d'une part, vous êtes en dessous de la vérité, et d'autre part, si véritablement... Et vous avez traité de fou, hein, d'ailleurs. Oui, mais gentiment, gentiment. Non, mais, il avait des expressions auxquelles parfois il ne pensait pas, mais il avait tendance à un tout petit peu à... Bon, mais peu importe. Sur le fond, il avait dit tout simplement que ça conduirait effectivement à un bain de sang et que, en définitive, ça serait infiniment plus impopulaire que ce que ça ne rassurerait la population en termes d'efficacité. Et que c'est lui qui avait dit cette phrase que j'ai retenue, que j'ai fait mienne. Vous savez, en la matière, il est urgent de ne rien faire. Il est urgent de ne rien faire parce que les conséquences se seront infiniment plus désastreuses que les remèdes. Vous parlez de zone de non-droit. Oui. Mais en fait, c'est plutôt d'un autre droit. Mais il n'y a pas de droit. D'un droit des caïds, d'un droit des voyous. Droit des voyous. Quelle est la réalité, en fait, de ces banlieues, la réalité, ces cités? c'est que ce sont, je dirais, des micro-entités qui s'auto-gèrent, forme d'autogestion, gèrent avec une hiérarchie, du petit chouf. Vous connaissez le film remarquable sur le sujet, du chouf jusqu'au patron de la tour au sens architectural, hein. Et puis tout cela fait fonctionner la cité, où vous avez à peu près dans les cités entre 35 et 40% de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans qui sont au chômage. Et pas qu'à Marseille, mais ailleurs. Bon. Et donc il faut bien vivre. Ces personnes ont objectivement des difficultés à trouver un travail, soit parce qu'elles ont un casier judiciaire fourni, déjà très jeune, soit parce qu'elles n'ont pas les qualifications. D'autres personnes diront qu'il y a un contrôle aux faciès, mais c'est, à mon avis, pas la seule explication, parce que si vous n'avez pas de compétences professionnelles, vous avez des difficultés quand même, même si vous êtes blond aux yeux bleus, vous faire recruter par une entreprise. Il faut un minimum de savoir-faire. Et le problème, c'est que ces gens-là ont besoin de vivre. Il faut se nourrir, accessoirement nourrir sa famille, s'ils ont une famille. Et vous dites en gros que... Il y a une porosité, je préfère, pour le dire différemment et plus directement, vous avez des jeunes, et une part croissante de ces jeunes, qui n'ont pas le profil, si vous préférez, de délinquants, mais par une forme de porosité, de nécessité, c'est une nécessité qui fait loi, de facilité, qui vont verser dans ce type de délinquance. Alors parfois c'est une délinquance occasionnelle, parce qu'ils n'ont pas le profil, ils vont essayer d'en sortir, mais pour en sortir, il faut sortir en même temps de la cité. Pour sortir de la cité, il faut trouver un job, il faut en avoir la volonté, etc. etc. Ben, vous savez, prenons l'exemple le plus classique des fameuses nourrices. Vous savez, ces femmes qui souvent se retrouvent avec 2-3 gosses, l'homme, le mari est parti, il a été tué parce que c'était un gros voyou, elle se retrouve à nourrir 2 ou 3 enfants, c'est une nécessité qui fait loi. Et quelqu'un qui vient taper à leur porte en leur disant « Bon, bah, écoute, tu vas me garder un peu de marchandises, et puis moi je m'occupe de payer ton loyer, je m'occupe de te donner de l'argent toutes les semaines ou tous les mois, en fonction des services que tu as pu rendre. » Cette personne a un casier judiciaire qui porte trace d'aucune condamnation, mais nécessité, encore une fois, qui fait loi, et elle va accepter le deal. Le problème, c'est que cette dame ne sait pas qu'elle vient de se rendre complice d'un trafic de stupéfiants, et qui est réprimé au moins aussi gravement et durement que l'auteur principal. Vous racontez avoir pénétré à la Castellane, une cité à Marseille, à l'invitation d'un caïd. Comment était-ce? Oui. Donc j'avais été... bon, d'abord, ça se fait d'une façon assez progressive, hein, puisque cette famille... C'est tout un protocole. C'est tout un protocole. Bon, il ne faut pas penser que ces gens-là soient dictés par l'instinct, par l'absence de réflexion. Même à ce niveau-là, les choses ont changé. Ces gens-là sont très structurés.
savent parfaitement ce qu'ils font. Lorsqu'ils viennent indirectement par une tierce personne taper à votre porte, ça fait déjà 1 an ou 2 qui vous suivent, qui s'informent sur vous. Ils viennent pas comme ça, parce qu'ils potentiellement ils peuvent se payer à peu près le conseil et l'avocat qu'ils veulent. Donc lorsqu'ils essaient un nouvel avocat, bon. Et j'avais donc été approché par l'un de leurs amis, je dirais, présentable, puisque le casier est vierge, promoteur immobilier, et donc m'avait-il proposé, si j'accepterais sur le principe, ça s'est fait en plusieurs temps, de défendre les frères X, qui étaient à l'époque très connus, pour ne pas dire les plus connus, enfin bon, passons. Et sur le principe, j'ai dit, écoute, moi je suis plutôt en début de carrière, ils ont déjà d'excellents avocats, mais oui, mais ils voudraient s'associer au service. Bon, j'ai accepté, et donc un premier entretien a eu lieu dans un établissement assez connu de la cité phocéenne, et un second a eu lieu à mon cabinet, et un jour ils m'ont demandé si j'accepterais de venir les rencontrer sur place, afin de discuter, me présenter d'autres amis. Et c'est là que j'ai été merveilleusement bien accueilli par la mère. Et puis après, je raconte le repas. Vous dites aussi que donc, l'État devra incessamment négocier avec ces guérillas localisées pour se maintenir au pouvoir. Oui, sauf à ce qu'elles abandonnent intellectuellement l'idée de juguler ou d'assécher les trafics. C'est-à-dire que si elle abandonne intellectuellement une quelconque résolution du problème, en fait, il n'y a qu'une alternative, il y a 2 solutions, par conséquent. Soit on veut régler totalement ou partiellement. Je ne pense pas que totalement ce soit possible. Enfin, ça n'engage que moi. Le problème des cités... Vous, c'est votre solution? Soit, c'est une hypothèse. Les politiques estiment qu'il faut régler le problème des cités, auquel cas il faudrait que les mesures ordonnées soient à la hauteur de la gravité. Soit, deuxième hypothèse, c'est ce qui a été fait depuis une trentaine d'années, on continue pour des raisons politiques à s'arranger, forme de deal secret, même si c'est un secret de polichinelle dans certaines villes, on continue à vouloir acheter la paix sociale. Au fond, ce qui se passe dans les cités, il vaut mieux que ça se passe dans les cités, parce qu'il y a comme une forme de géographie politique de la délinquance. Vous savez, elles sont situées sur les hauts des villes, c'est un peu fermé. Bon, c'est vrai qu'il y a un trafic de stupes important, néanmoins, il n'y a pas dans les centres-villes des infractions contre les biens des personnes, des vols à l'arraché, des bracos, etc. Bon, ça se passe dans les cités. Au fond, c'est pas visible. C'est pas visible. Or, ce qui pose un problème aux politiques, c'est la visibilité des délits et des crimes. Mais s'il y en a encore davantage, mais qui sont invisibles, il n'y a pas d'impact politique, étant précisé que c'est pas l'élection qui confère une véritable légitimité aux politiques, c'est la réélection. Or, il faut essayer de faire en sorte que les personnes qui ont pu voter pour vous puissent toujours voter pour vous, à peu près pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que si vous n'avez rien fait, en gros, vous avez plus de chances d'être réélu que si vous avez travaillé, quoi. Vous écrivez aussi que le narco-banditisme nourri par des vagues successives d'immigration influence la politique. Comment? Notamment par le financement des campagnes électorales, si je ne me trompe pas. C'est pas à exclure. C'est pas à exclure. Une période où vous savez qu'il y a un plafonnement des dépenses, qu'on a besoin de plus en plus d'espèces. Je vais vous prendre quelques petits exemples, pour pas uniquement parler du politique, parce qu'à mon sens... Enfin, c'est quand même le plus grave. Oui, à mon sens, ça me paraît évident. Enfin, bon, peut-être pas pour tous, mais... Oui, enfin bon, je pense pas que tous mes clients m'aient menti. Ouais. Voilà. Or, c'est un peu le secret de Polichinelle, parmi un certain nombre d'avocats qui sont dans le pénal, qui ont eu à défendre en France des voyous, que de savoir qu'il n'y a pas
il y a quelques relations, je dirais, privilégiées entre les politiques et certains d'entre eux, ne serait-ce que pour assurer des missions de sécurité, peut-être des services contre sonnantes et trébuchantes, peut-être parce que ça permettra, si on rend des services et qu'on fait voter, parce que si le politique a un lien privilégié avec un parrain de cité, il sait très bien que le parrain de cité fera voter pour lui. En contrepartie, peut-être que ce politique fera en sorte que des marchés publics puissent être alloués à son cousin, que sais-je, son beau-frère ou un ami. Il y a eu d'ailleurs certaines irrégularités d'ailleurs dans les quartiers nord à Marseille lors de ces municipales. Voilà, je ne vous fais pas dire. On peut parler avec le politique, je pense que. Mais encore une fois, je ne voudrais pas parler que de Marseille, parce que ça se produit un peu partout. C'est un système. En gros, le clientélisme. C'est un clientélisme. Et sur ce point, si vous me permettez, je trouve qu'on a tendance, dans notre pays, à relativiser, d'une certaine manière, des éléments qui sont, à mon sens, très graves, et corrélativement, à absolutiser ou à rendre absolues des choses relativement mineures. C'est-à-dire ? À relativiser, par exemple, je vous donne 2 petits exemples, relativiser des choses qui, à mon sens, sont très graves. Cette corruption endémique, cette porosité, cette corruption endémique qu'il y a entre le monde marginal, au sens, et le monde qui, en principe, ne l'est pas. Les politiques, mais pas que les politiques. Mais c'est une corruption qui est endémique. Le problème du blanchiment, par exemple, des capitaux. Ouais. Prenons un exemple très concret pour essayer de se faire comprendre. Lorsque vous avez un chef d'entreprise qui n'arrive plus, à l'heure du Covid, du Comore, comme vous voulez, n'arrive plus à se faire financer, il a un besoin de BFR, un besoin de fonds de roulement, de la trésorerie professionnelle. Il tape aux banques, les banques, vous savez, en fonction des critères prudentiels de plus en plus importants, etc., il aura les plus grandes difficultés à se faire financer. Et s'il obtient un financement, il sera infiniment moindre que celui qu'il a demandé. Concrètement, si les banques ne font pas confiance, vous savez, au sens credere, la confiance en latin, bon, il faut faire confiance. D'autant plus que souvent, ce chef d'entreprise a pignon sur rue, etc. Il faut faire appel à des prêteurs privés. Il y a 2 solutions, le chef d'entreprise. Soit il se met en redressement judiciaire, ce qu'on appelle une procédure collective, à se mettre en redressement judiciaire, mais comme il n'arrivera toujours pas à s'en sortir parce qu'il y a des difficultés, il y a un contexte particulier, celui qu'on a connu, la crise sanitaire, etc., il va tout simplement mettre la clé sous la porte, ça s'appelle liquidation judiciaire. Concrètement, il va mettre ses 50 salariés sur la paille, il va devoir les licencier, etc., etc. Ce même chef d'entreprise qui ne veut pas mourir, parce que ça fait 30 ans, son père était le gérant de cette société, c'est une société familiale qui a pignon sur rue. Il est désespéré. Souvent, ils ne le disent pas, ce sont souvent les gens les plus désespérés qui en parlent le moins. Il ne le dit pas. Mais il a un ami qui connaît quelqu'un dans la cité. Cet ami lui en parle. Il dit, vous savez, M. Durand, il a toujours été honnête, il a toujours bossé, etc. Le chef d'entreprise peut être financé en 48 heures. Il aura 200 000 € en 48 heures. Il n'aura pas besoin de paperasse, pas besoin de documents administratifs, pas besoin de savoir si sa femme travaille, s'il a une maison dans le Var, si on peut prendre une hypothèque, tout ça, ça n'existe pas. On va directement au concret. C'est une question de confiance. Oui, mais le remboursement... Alors bien sûr, mais le remboursement, bien évidemment, il y aura un taux usuraire, ça je vous le concède, souvent un remboursement sur un délai plus court, il y aura des garanties qui seront prises sur la société de la personne, des parts sociales, etc., qu'on restituera une fois le remboursement effectué. Oui, mais en tout cas, vous bénéficiez de votre prêt 48 heures maximum, une semaine. Je veux dire, si les banques, je ne les mets pas en accusation, parce que certaines sont très à l'écoute, mais si globalement les banques faisaient confiance, ça assècherait déjà une forme de blanchiment, parce que c'est une forme de blanchiment. Vous imaginez bien que les 200 000 € ne vont pas être
versés en virement bancaire ou en chèque, ils vont être versés en espèces. Et que par conséquent, il y a une forme de blanchiment. Mais mettez-vous à la place du chef d'entreprise. On est dans un pays où on est hyper théorique, il ne faut pas faire ci, on est très moralisateur, hyper théorique. Mais concrètement, lorsque vous devez faire fonctionner votre société, lorsque vous ne pouvez plus payer vos salariés, accessoirement, vous devez vivre vous-même, faire vivre votre famille. C'est-à-dire qu'on est très moralisateur, mais on ne se met jamais à la place des personnes qui rencontrent de réelles difficultés. Bon, eh bien ce chef d'entreprise, mais c'est pas que le chef d'entreprise, mais c'est le prothésiste dentaire qui, face à la concurrence asiatique, voit son taux de marge nette bénéficiaire, qui est entre 0 et 5%. Entre 0 et 5%. C'est-à-dire qu'il ne travaille, le prothésiste dentaire, le stomato, le prothésiste dentaire, ne travaille au fond que pour payer des charges. Vous-même. Nous aussi, on paye énormément de charges. Et de surcroît, on est une profession qui est rarement écoutée, sinon entendue, ou inversement. Bon, ouais. Bon. Eh bien, vous donnez 1 000 € à un prothésiste dentaire, dans sa poche, il y a 100 €. Entre 50 et 100 €. Ben, ce prothésiste dentaire a l'idée de donner 1 000 € bien, on va dire un marginal. Ce marginal va lui donner 600 €. Le prothésiste dentaire préfère 600 ou 100, à votre avis? Bon, voilà. Donc je disais, on a tendance à relativiser ce qui m'apparaît comme endémique, une forme de corruption, qui est d'une certaine manière acceptée. Hein, on comprend bien. On comprend, mais c'est une corruption, s'agissant de personnes, les médecins, etc., les chefs d'entreprise, une corruption de survie. Pas que le chef d'entreprise soit un voyou, il travaille 15 heures par jour, lui il ne s'autorise pas à manifester, il ne s'autorise pas à prendre des congés, il bosse 15 heures par jour, c'est pour survivre. Donc votre solution pour nettoyer en gros les cités, c'est d'assécher ou de permettre plus de crédit aux entrepreneurs? Je pense déjà... Une des solutions. Une des solutions. Il faudrait qu'un chef d'État soit suffisamment inspiré pour, quel qu'il soit, pour demander instamment, c'est ce qu'avait demandé l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur ce point qui avait été remarquable, et avait demandé aux banques de faire un peu plus confiance pour essayer de soutenir l'activité économique. Voilà. Je vous disais qu'il fallait, on avait tendance à relativiser des choses et à absolutiser corrélativement des choses, mais c'est des éléments qui sont somme toute assez mineurs. Et donc comment lorsque par exemple, si vous me permettez, lorsque par exemple un fonctionnaire de police agressé dans le cadre de ses missions s'arroge le droit, il a le toupet de résister, et que, j'ai pas mal d'exemples, c'est ce fonctionnaire de police qui a été agressé, qui a lui été agressé dans le cadre de ses missions, et qui a le toupet de résister parce que force doit rester à la loi, et que c'est ce fonctionnaire de police qui se retrouve à comparaître devant le tribunal correctionnel. Je le fais relaxer, le parquet fait appel. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Et la hiérarchie, pire encore, la hiérarchie demande suspension du dit fonctionnaire. Je le répète, qui s'est fait lui agresser. Or, pour ma part, mais à mon très modeste niveau, je n'ai jamais vu un fonctionnaire de police agresser un honnête citoyen qui respecterait parfaitement les lois. Un voyou peut agresser un honnête citoyen, surtout parce qu'il est honnête. Vous défendez donc les caïds, mais c'est quoi un caïd en fait? Un caïd, c'est quelqu'un qui a une autorité morale, qui a un parcours personnel, pénal, qui, dans le jargon des voyous, inspire le respect, inspire une certaine crainte. C'est ce que l'économiste sociologue allemand Max Weber appelait une forme d'autorité charismatique. Ce n'est pas une autorité rationnelle, ce n'est pas bureaucratique. Vous savez, les 3 critères weberiens, c'est une autorité charismatique. Cette autorité charismatique est liée souvent, encore une fois, par le fait qu'il a su, par le sang, ne soyons pas naïfs, inspirer une certaine crainte auprès des personnes. Il a été, par ailleurs, reconnu comme tel par d'autres gangs, une forme d'autorité morale qui s'attache à ce caïd. Et puis c'est troisièmement
quelqu'un qui a, en quelque sorte, réussi dans son parcours délinquentiel. Alors, ça veut dire quoi, réussir? Ça ne veut pas dire vendre un peu plus de tonnes de cannabis. Il a réussi à imposer son autorité. Il a réussi, et puis il a réussi à blanchir sans ses activités illicites, sans faire l'objet encore de poursuites sur les éléments qu'il a. Par exemple, le parrain qui a réussi dans le trafic de stupes, ou qui a amassé beaucoup d'argent, va acheter des restaurants, va investir dans des bars à chicha. Des bars à chicha, va investir dans des sociétés civiles immobilières, il va se lancer dans la promotion immobilière, il va... parce que le but, c'est quand même de sortir un tout petit peu et progressivement de ce monde qu'il a connu. Bon, il s'est un tout petit peu investi très jeune, il a amassé... c'est de l'ascenseur social. Une forme d'ascenseur social. Il y a, je crois, dans tout gros voyou, je ne vous parle pas des petites racailles, mais en tout gros voyou, l'espoir secret, me semble-t-il, c'est mon sentiment en tout cas, de s'embourgeoiser, de se faire oublier, l'idéal étant de rencontrer, voir, alors, d'avoir à sa table un magistrat, un procureur, pour pouvoir lui expliquer que la vie qui fut la sienne n'est plus celle qui est aujourd'hui, que sais-je, des politiques. Et justement, à ce propos, vous dressez une sociologie intéressante des caïds entre les anciens des années 70, 80 et ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? En quoi sont-ils différents? Les anciens voyous... qui étaient en quête, justement, vous le dites, de respectabilité très rapidement. Je pense aux années 70-80, où bien souvent, d'ailleurs, ces gros voyous, qui étaient plutôt des voyous insulaires... avec un code d'honneur, n'étaient pas issus de milieux défavorisés. Quand on évoque qu'elle existe ou pas, parce que bon, il y a ce qu'on appelle la brise de mer. Je ne sais même pas si elle existe, la brise de mer, mais enfin, il paraît que ça existe, la brise de mer. Les enfants les enfants de ces personnes-là, les parents n'étaient pas voyous. C'était souvent des professions, des commerçants, voire des professions libérales. Vous aviez beaucoup de chefs d'entreprise, des médecins, etc. Et ce sont les enfants qui ont décidé de devenir voyous, alors qu'ils auraient parfaitement pu avoir des études financées sans problème, bosser normalement comme des honnêtes citoyens. C'est eux qui ont décidé, alors qu'ils avaient bien souvent d'autres choix, ce que n'ont pas les narcobandits actuels des cités, on va y revenir, mais c'est eux qui ont décidé de passer à l'acte délinquentiel ou criminel. Donc, au fond, c'était des fils de bourgeois, d'une certaine manière. Donc la sociologie criminelle entre ces fils de cette prétendue brise de mer et celle qu'on peut connaître aujourd'hui dans les cités est rigoureusement différente. Le profil type d'un petit voyou des cités qui va progressivement gravir ses échelons, c'est quand même une personne qui a été déracinée, dont les parents ou grands-parents sont issus de l'immigration, et qui a été ghettoisée dans des cités dans les années 70, au milieu des années 70, et qui ensuite a connu la pauvreté, qui a connu vraiment une précarité de tous les instants, où la délinquance, d'une certaine manière, est devenue comme une évidence au départ, ne serait-ce que pour survivre. Et ensuite, c'est devenu presque, entre guillemets, une seconde nature. Mais au départ, la sociologie criminelle, celle qu'on a pu connaître, qui était européenne, à partir du 19e siècle jusqu'aux années 80, et celle qu'on peut connaître aujourd'hui dans nos cités, à mon sens, est très très différente. Très très différente. Comment vous traitez avec ce genre de caïd? D'abord... Et comment on se fait un carnet d'adresses de caïd? Bon, au début, j'ai eu la chance d'être désigné par un parrain de ces cités qui voulait, entre guillemets, essayer Pandelon. Parce que j'ai entendu bien de lui,
d'après ce qu'il m'a expliqué, sinon il ne serait pas venu me voir, d'essayer Pendon. Il s'avère que cet homme avait une aura assez importante, il était considéré à tort ou à raison comme un parrain, et il s'avère que j'ai réussi à le faire relaxer. Au tribunal correctionnel, j'ai réussi à le faire relaxer. C'était assez difficile, mais enfin, nous y sommes parvenus. À la suite de quoi, il m'a présenté ses amis, lesquels, ça fait un effet boule de neige, m'ont présenté les leurs, etc., etc. Bon, ça s'est passé, une part de hasard, de chance, de hasard, de nécessité, je ne sais pas, mais de hasard ou de chance, mais bon, j'ai vu affluer, je pensais voir affluer dans mon cabinet, j'avais une thèse en sciences politiques, le droit public, sciences politiques, je pensais voir affluer dans mon cabinet des personnes en délicatesse avec la justice administrative, des hauts fonctionnaires, que par ailleurs j'ai eu la chance de défendre aussi, hein, mais devant les juridictions pénales. Hein, mais en fait, c'est un parrain. Alors, ça se fait pas directement. D'abord, j'ai eu un de ces hommes de confiance qui est venu me voir. Il dit, est-ce que vous accepteriez de rentrer dans le dossier de monsieur Untel aux côtés de son actuel conseil, maître Je dis, oui, je veux bien, mais il n'est pas satisfait de son actuel conseil. Si, il est satisfait, mais enfin, il aimerait vous essayer aux côtés de son actuel conseil. Bon, bien évidemment, vous êtes en début de carrière, vous acceptez, voilà, on est d'accord à peu près sur la chose et le prix. J'ai accepté. Et ça va, vous n'êtes pas blasé maintenant? Ah non, j'ai encore quelques années de carrière devant moi. Blasé, non, j'ai fait pas mal, une dizaine d'années, un peu plus, de droit commun, voilà. Et là, je vous disais, je me spécialise depuis quelques années dans la défense pénale des chefs d'entreprise, dans la défense pénale des élus, dans la défense pénale des hauts fonctionnaires. Enfin, le juge est toujours un juge pénal, la juridiction est toujours pénale. Est-ce que vous avez jamais eu un peu peur vis-à-vis de ces caïds? Oui. Tout avocat, s'il ne se ment pas à lui-même, sait qu'il est infiniment plus risqué de défendre des gros voyous que de défendre des personnes qui seraient en délicatesse avec... Justement, s'il n'est pas content de son jugement. Justice, que sais-je, fiscale ou... oui, c'est un type de clientèle bien évidemment particulière, très différente. Je ferai une petite distinction entre le parrain et, je dirais, le second couteau. Le parrain, ou caïd, et le second couteau, enfin les exécutants. Parce que parfois, parce que vous défendez le parrain vous demande de défendre un de ses amis qui n'a pas son statut, en quelque sorte. Le parrain est toujours très correct, toujours à l'heure, il paye sans problème les honoraires, il respecte éminemment l'avocat, ne serait-ce que parce qu'il a besoin de lui. Il n'est pas... s'il est mécontent, il change d'avocat. Il a un mode de fonctionnement, je dirais, assez... normal. Pour notre société. Assez classique. S'il n'est pas content de Durand, il prend Dupont, il prend Dupont, il prend Pandelon, etc. Donc, il ne va pas rentrer, comme le font un certain nombre de jeunes petits voyous, dans la confrontation, menacés, etc., etc. Le problème, c'est les seconds couteaux. À mon sens, oui. Ce sont les seconds couteaux dont l'intelligence n'est pas la première des vertus, on va dire, voilà, pour le dire diplomatiquement, et qui sont souvent très nerveux, qui veulent tout de suite, parce qu'on est dans un monde de l'immédiateté, de l'urgence absolue, tout de suite. En vain leur expliquerez-vous que parfois, lorsqu'un juge d'instruction est saisi, mais il y a une instruction qui est menée, ça peut durer 1 an, en matière correctionnelle, plus si c'est en matière criminelle. Mais tout cela
les gênent considérablement. En fait, ils sont plus gênés par la procédure pénale que par l'avocat. Hein. Ils n'arrivent pas à accepter, maître, il faudrait que ça aille plus vite. Je dis, mais ça ne dépend pas de moi. Enfin, je peux faire des actes, je ne peux pas les inventer. Mais c'est le juge d'instruction. Puis, il y a une procédure, il y a le parquet aussi, qui sont un peu en matière pénale, c'est le domaine inquisitoire, qui sont les maîtres du procès. On n'est pas en matière civile, on est en matière pénale. Et le parrain le sait parfaitement, pertinemment. Il sait les délais, il connaît la procédure pénale quasiment aussi bien que vous, pour y être passé, pour avoir... Ils sont très techniques, souvent, vous le racontez. Très techniques. Ils vous testent. Ils vous testent, et c'est véritablement lorsque vous avez passé tous les tests avec un relatif succès que, enfin, vous pouvez être éventuellement désigné. Mais tout se fait d'une façon très, très réfléchie, ce qui n'est pas le cas pour ce qu'on appelle le second couteau, un peu comme le foot. Vous avez la première division, vous avez la deuxième division, vous avez la troisième division. Vous savez que plus vous descendez dans, entre guillemets, la qualité, le statut des gens que vous défendez, plus vous savez que c'est risqué. C'est risqué. Alors bon, moi j'ai une politique qui vaut ce qu'elle vaut. Dès que j'estime, pour ma part, que les mots ont dépassé ce que je peux, mon seuil de tolérance, hein, comme on dit un certain nombre de personnes, eh bien je leur invite à prendre la porte très gentiment, et puis ça s'arrête là. Voilà.